Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, j'ai sous les yeux le Huawei Honor. Donc, c'est notre premier test d'un appareil du constructeur chinois. Donc, c'est plutôt intéressant et bien sûr, il y en aura d'autres, notamment tout ce qui est la série Ascend, D-Quad, etc. Mais là, aujourd'hui, on va commencer par un terminal de moyenne gamme puisqu'il coûte 260 euros nu en ce moment. Donc là, on est en mai 2012. Et donc c'est un appareil qui est vraiment intéressant, je trouve, qu'on a pu découvrir nous au MWC, mais il me semble qu'il avait été annoncé un petit peu avant. En termes de spec, très rapidement, il a un écran 4 pouces, donc c'est un petit écran entre guillemets par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment sur le marché. 480 par 854, il tourne sur Android Gingerbread, mais avec la possibilité de passer en 4.0. Je ne l'ai pas encore disponible la mise à jour, mais elle devrait à mon avis pas trop tarder. Un appareil photo 8 mégapixels avec flash LED. Un processeur single core à 1,4 GHz. Il a 1 Go de mémoire interne. On a un peu de mémoire pour tout ce qui est ROM. On a 4 Go de ROM, ce qui est pas trop mal. Et 512 MO de RAM. Et derrière, on peut mettre enfin, quand on ouvre la coque arrière, on peut mettre une micro SD jusqu'à 32 Go. Donc vous avez quand même pas mal de mémoire, même si par défaut, le giga, vous allez forcément le dépasser, a priori. Et au-delà de ça, une batterie de 1930 mAh, ce qui est pas trop mal pour un petit appareil de cette gamme. Et pour terminer, au niveau du prix, au niveau pardon, du poids, il pèse 140 grammes. Et c'est intéressant de le noter parce que par exemple, moi je trouve que c'est un terminal qui ressemble beaucoup à l'Optimus Black, ne serait-ce qu'en termes de design, mais également de forme, tout simplement. Enfin, en termes d'écran, déjà c'est 4 pouces pour les deux, ce genre de choses. Il a à peu près la même épaisseur, etc. Mais derrière, le Black, il pèse 109 grammes. Donc c'est un appareil on va qualifier de lourd pour sa catégorie. Et c'est vrai que quand on le prend en main, bah, on le sent directement, c'est assez lourd. Alors, vu qu'il est en plastique et que c'est assez dur et que c'est pas trop mal fini, mais d'ailleurs on va voir ça juste après, je trouve que le poids, ici, c'est pas vraiment un problème parce que 140 grammes dans tous les cas c'est léger, hein, pour un appareil que vous mettez dans votre poche, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que vous sentez ça donne une sensation de qualité qui est peut-être fausse, mais qui au final est assez bien reflétée par le poids qui est généralement un indice sur la qualité de l'appareil. Je pense à par exemple des Lumia 800 qui sont dans des matériaux beaucoup plus lourds et qui du coup pèsent, et quand on le prend en main, bah, on a vraiment l'impression d'avoir un appareil qui pèse. Donc c'est intéressant. Alors, on va parler du design juste après. Vous avez dans la boîte les notices, un câble USB, micro USB, des écouteurs très basiques et le chargeur. Donc ça se plug dans le mur et ensuite vous avez l'USB qui vient ici. Et c'est à peu près tout. Bien sûr, il y avait la batterie dans la boîte. Et on va pouvoir passer à l'appareil. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'écran 4 pouces ici. Sur le dessus, on a la caméra frontale. C'est une caméra frontale VGA, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. On a une petite LED de notification en haut à droite. Ensuite, en dessous, on a les 4 touches, j'allais dire classique Android, mais qu'on trouve de moins en moins, mais c'est vraiment classique Gingerbread et les versions précédentes également. Donc on a menu, accueil, retour et recherche. Sous l'appareil, je regardais, je croyais que j'avais mal mis la coque, mais en fait non, ça va. Donc, il y a quand même une petite fente qu'on voit bien ici. Donc on a le micro USB, le micro, et là la petite fente pour accéder à la batterie. Enfin, accéder à la batterie et à la SIM, et c'est une SIM classique. Sur la droite de l'appareil, on n'a rien. Et on voit, voilà, au niveau de l'épaisseur, c'est quand même un... Oups, pardon. C'est un appareil qui passe très fin. Mais là, on est sur du, si je dis pas de bêtises, 11 mm. Ce qui est un peu qui est supérieur à la plupart des smartphones haut de gamme qui sortent en ce moment. Mais là, par exemple, j'ai un Galaxy S2. Voilà, on voit qu'il est un peu plus épais. Mais au final, en termes d'ergonomie, c'est pas un problème. Sur le dessus, jack 3.5 et bouton on-off verrouillé déverrouillé. On voit que le jack est un petit peu sur l'arrière, ce qui est pas plus mal. Et sur la gauche, la touche de volume qui ne permet pas de zoomer quand vous êtes en mode photo, vous le verrez après. Coque arrière avec un léger relief comme celui qu'on avait un petit peu sur le Ace quand vous changiez pas de coque et que vous n'aviez pas la coque en caoutchouc. Que moi je trouve ça pas trop mal en termes de rendu visuel. Je trouve que c'est bien. On a une répartition ici en ligne
au niveau de l'optique, du haut-parleur et du flash, le petit logo, with Google, et puis c'est à peu près tout. Au niveau de la finition, c'est pas mal. Disons que c'est du 100% plastique, mais les éléments sont bien fixés entre eux et quand on le tient, ça grince pas. Il y a un petit truc à savoir quand même, c'est qu'au niveau de l'écran ici, ça me fait vraiment penser à un Black ou un Ace. D'ailleurs, il fait aussi passer français. En fait, moi, je trouve que c'est appareil. Niveau design, pour être tout à fait honnête avec vous, je trouve qu'il me fait à la fois penser à un terminal Motorola de type défi au niveau du bas et des boutons comme ça. Il me fait penser au Black et il me fait penser au Galaxy Ace aussi. Je trouve que c'est un mix entre ces trois terminaux. Et au niveau de l'écran, on a un rendu vraiment différent de ce qu'on a, par exemple, je sais pas, sur même un Galaxy S2 ou Galaxy Nexus ou quoi que ce soit. Quand on tape sur l'écran, ici, on sent que toute la plaque est vraiment bien intégrée. Il n'y a pas du tout on n'a pas l'impression que les doigts s'enfoncent. Et ici, c'est un peu différent. On sent que c'est quand même, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça en utilisant la lumière là, mais quand on appuie dessus, on a quand même un peu l'impression que ça s'enfonce et c'est comme sur le... Si vous avez eu en main le Black ou le Ace, vous voyez peut-être de quoi je parle. Pareil avec le défi de Motorola, donc faut pas oublier, c'est un appareil moyenne gamme. On le sent quand même, mais avec ce poids et cette finition qui est pas mauvaise, au final c'est un appareil qui a une excellente prise en main et d'ailleurs... Comme c'est un écran 4 pouces et que l'espace est relativement bien géré, bah vous voyez, on peut bien l'agripper. Et puis pour terminer sur la partie design, je vais mettre à côté 2-3 terminaux, juste histoire d'avoir un aperçu de la taille. Je vais dézoomer un peu, je pense, je ne peux plus dézoomer. Donc déjà, on a tout ça. Donc là, c'est Galaxy S2 à gauche, vous voyez, en termes d'auteur, on est un tout petit peu plus. En termes de largeur, ça... c'est un peu plus visible et puis de toute façon on le sent beaucoup plus là. Après, hop, à gauche l'Xperia P, à droite le U, donc il se situe en fait entre les deux en termes de hauteur, en termes de taille globalement. Et puis pour terminer, juste pour information, on va dire, à côté d'un Galaxy Nexus, on voit bien, voilà, la grosse différence de taille et au niveau de la largeur également, ce qui fait que l'appareil se tient très bien en main. Voilà, donc ça, c'était pour la partie hardware et spécification. Maintenant, on va passer à toute la partie logiciel et fonctionnalité. Alors, comme je le disais au début de ma vidéo, le Honor, c'est un appareil qui tourne sur Android Gingerbread avec une surcouche par Huawei qui est assez intéressante. C'est la première fois que je la découvre, donc on va la découvrir ensemble. Donc ici, on déverrouille l'appareil et on a différentes possibilités. Soit on va sur la droite comme ça pour accéder directement à l'accueil, soit ensuite... on va vers le haut pour accéder à la fonctionnalité appel, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'appareil photo également. Et c'est plutôt bien, ça va assez vite, je trouve que c'est propre. Et ensuite, on a en page d'accueil une surcouche qui est assez intéressante avec des effets 3D comme ça. Pas mal de widgets qu'on connaissait pas, qu'on retrouve pas sur d'autres terminaux. Il y a vraiment un apport de la part du constructeur. On a des dossiers ici, ça c'est classique, Gingerbread également. Là on a le menu. Et ce qui est intéressant en fait de noter, c'est que on sent que c'est du Gingerbread. Et il y a beaucoup vous le verrez, de fonctionnalités qui reprennent la mise en page de l'interface Gingerbread de base, on va dire, mais qui a été légèrement modifiée. Parfois il y a des fonctionnalités en plus. Alors c'est pas poussé comme Sense, je dirais, avec HTC, où Sense vraiment, je trouve, personnalise beaucoup plus. Mais derrière, il y a vraiment des choix assez intéressants qui ont été pris. Et moi, je trouve que globalement, la surcouche est intéressante. Donc, par exemple, on est en page d'accueil. Alors, on est en page d'accueil ou n'importe où d'ailleurs. On a le tiroir des notifications et il a été personnalisé ici. Et vous avez les différentes options qui permettent de gérer la rotation, les données mobiles, il me semble, il y a écrit commutateur, je crois, commutateur pour les données mobiles, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça, ou pour les synchronisations, GPS, Bluetooth et Wi-Fi. Et puis là, vous voyez, ça c'est pas une application que j'ai installée, vous avez un système intégré qui permet de gérer tout ce qui est consommation de données, etc. Un peu à la manière d'Android 4.0, mais avec beaucoup de possibilités. Et ça, c'est le genre de petits trucs qu'on voit dès le début.
en fouillant un peu dans les paramètres et on trouve que c'est une bonne idée. Moi j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Donc en clair ici, bon sans partir là-dedans tout de suite, mais vous pouvez déterminer une offre mensuelle, ensuite le trafic avec des warnings toutes les semaines, ce genre de choses. Et c'est vraiment intéressant. Donc là on voit en bas que j'ai consommé 135K en Wi-Fi, ce genre de choses, et rien en 3G, j'ai pas de carte SIM dans l'appareil. Voilà, et ça vous voyez, ça reprend l'interface Gingerbread assez classique avec peut-être 2-3 éléments en plus, mais voilà, le constructeur n'a pas choisi de vraiment changer tout ça. Par contre, en termes de fonctionnalité de base, donc accueil, tiroir des notifications et multitâche, il y a quelques petits trucs. Donc, comme je vous montrais dans le tiroir, vous avez ça. Ici, en multitâche, on trouve ça et je trouve ça génial parce que c'est un des seuls constructeurs finalement à proposer un multitâche sous Gingerbread qui a été déjà modifié. On en a 2-3 qui le font également, enfin il y a aussi Samsung qui le modifie un petit peu, HTC à sa manière, mais là on a quelque chose de génial avec la possibilité de fermer un processus. On a une vignette, je vais vous montrer ça d'un peu plus près si la caméra arrive à faire le focus. Vous voyez exactement l'écran qui est en attente entre guillemets derrière et vous pouvez faire fermer tout, hop, qui permet de fermer toutes les tâches qui étaient en cours. Et ce genre de choses, moi je trouve ça très très bien sur un appareil sous Gingerbread. Après, si vous voulez rajouter des widgets, par contre, c'est plus classique. Vous allez là, vous avez ces menus là. C'est pas ce que je préfère, mais ça fonctionne quand même correctement. Donc vous avez quoi? Vous avez des favoris, des horloges, etc. Reachpad, vous le verrez après, c'est une application de prise de notes, un petit peu comme sur le Galaxy Note, mais en moins poussé. Pas mal d'autres choses. Et vous voyez, par exemple, ici, c'est un tout petit détail, hein, mais la barre là-haut, elle a été personnalisée par le constructeur avec un petit fond différent. Alors, il y a quelques petits trucs comme ça qui. C'est vraiment de l'esthétique, pas forcément réussi. C'est des petits gimmicks comme ça qui ont été rajoutés. C'est visuel, c'est pas forcément toujours joli. Mais bon, c'est à prendre en compte. Et ensuite, voilà, vous avez cet effet en 3D. Ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que ce soit un appareil single core, c'est quand même du 1,4 GHz, mais c'est pas non plus un appareil très puissant. L'interface est très très fluide et vous le verrez après, c'est quasiment valable dans tous les menus. Et ça, c'est très très agréable sur un appareil moyenne gamme. Au niveau des widgets que vous avez par exemple un widget météo, calendrier, ce genre de choses. Les widgets ne sont pas redimensionnables. Là, les différentes conversations. Un widget musical. Là, ici, c'est pour les notes. Je vous montrerai ça un petit peu mieux après. Voilà, donc là, je pense qu'on a fait le tour pour tout ce qui est accueil. Bien sûr, vous avez les notifications qui s'affichent ici. Vous pouvez les effacer. C'est classique. Ok. On va passer par là rapidement. Je vais peut-être vous montrer le menu principal aussi. Il a été également personnalisé, donc avec un affichage un petit peu différent de ce que vous avez d'habitude. Vous avez l'habitude de voir peut-être. Donc là, ça permet de revenir à l'accueil. C'est la même chose que toucher le bouton accueil en bas. Et là, vous pouvez éditer la position des icônes sur de trucs et supprimer directement des applications. Quand vous avez fini, vous faites ça. Voilà, c'est très très basique, mais ça fonctionne bien et l'espace est bien géré. Donc vous avez pas mal d'icônes qui s'affichent et tout est très fluide. Donc niveau appel, vous avez cette interface là qui s'affiche et qui ressemble beaucoup à ce qu'on a par défaut dans Gingerbread, mais avec quelques ajustements. Donc là, je pense qu'il y a, ouais, ici là, il y a quelques ajustements graphiques. Là, il y a ce fond là. Par exemple, je tape un numéro, j'ai des propositions qui s'affichent. Ça, normalement, ça s'affiche pas comme ça. Voilà, vous avez ça ici. Et c'est très bien fait, quoi, avec des petits effets ici. Moi, je trouve que voilà, le constructeur a fait de beaux efforts. Vous avez l'appel voix sur IP ici directement. Ce genre de choses. Journal d'appel. Les contacts. Donc là, ici, j'ai importé tous mes contacts Twitter. C'était pas forcément une bonne idée. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Et je vais essayer de voir si je peux les enlever. Je sais plus où ça se passe, mais en tout cas, si je fais par exemple... ouais, non, je vais laisser connecter, c'est pas grave. Donc voilà, vous pouvez aussi importer de manière assez classique vos contacts Facebook et Twitter et synchroniser sur les fiches. Donc par exemple, là je fais une recherche. LU. Donc ça c'est un contact synchronisé à la fois avec Google et Facebook. On le voit ici. Quand je vais dans flux, j'ai les différents messages que la personne a postés sur Facebook. On peut actualiser. C'est assez bien fait.
C'est assez basique, mais la fonctionnalité est là, et ça fait pas partie de ce qu'on trouve par défaut dans Android. Les albums directement accessibles et le journal des appels avec cette personne. C'est à peu près tout ici. Et voilà, dans la liste des contacts, vous pouvez défiler rapidement par lettre ici. Et globalement, c'est un système intéressant. Quand vous appuyez sur l'avatar, vous avez, là en tout cas pour Twitter, vous avez son tweet, vous pouvez localiser le tweet et accéder à son message, ses différents messages récents. D'ailleurs, si, je sais pas, je vais sur n'importe qui, voilà. Quand je vais dans flux, normalement, je devrais avoir ces messages sur Twitter, puisque c'est Twitter hein, là qui est concerné. Donc ça, c'est bien quoi. Ça marche correctement. Bien sûr, vous avez les favoris, les groupes, et vous avez également flux qui regroupe les différents messages sur Twitter et Facebook, des comptes que vous avez configurés si vous l'avez fait. Et ça, c'est pas quelque chose de par défaut dans Android, c'est quelque chose que le constructeur a intégré. Et c'est une fonctionnalité qui est généralement proposée par les constructeurs comme Samsung avec le Social Hub. Il y a HTC avec, je sais plus comment ça s'appelle, je l'ai plus en tête, mais chaque constructeur quasiment propose sa solution qui permet d'aller sur les réseaux sociaux et de manière intégrée dans le terminal. C'est pas toujours les meilleures solutions. Généralement, il y a d'autres applications qui permettent de le faire mieux. Mais là, ici, vous l'avez. Vous pouvez mettre à jour votre statut directement ici, en appuyant là, choisissez où, etc. Puis là, vous avez les messages qui s'affichent. J'imagine que, hop, j'appuie dessus, je peux y répondre. Je peux le retweeter, je peux le mettre en favori, etc. C'est correct. Je me demande si on voit les tweet pics, mais je sais pas si j'en ai pas là affiché, ça va pas être pratique pour essayer. Mais enfin bon, voilà. C'est l'option de base, et comme bien sûr c'est intégré au terminal, vous avez également ça. Et si vous avez un contact Twitter qui est synchronisé avec un autre contact, avec un numéro de téléphone, avec aussi une adresse email, vous appuierez directement ici sur le contact et vous pourrez l'appeler. C'est assez bien fait. On va passer à tout ce qui est message, MMS, email, saisie de texte. Donc vous avez, de manière assez classique pour Android, hein, les conversations qui sont organisées par contact. Vous rentrez dedans, vous avez des bulles qui s'affichent. Par contre ici, le constructeur a ajouté des fonctionnalités comme ça qui permettent de sélectionner des éléments. Là pareil ici. C'est assez bien fait, vous pouvez lancer des recherches, voilà. Ensuite après, quand vous commencez à taper du texte, voilà, vous avez différents claviers. Alors vous avez, ils appellent ça Touchpal. Donc c'est toute la partie saisie texte, en fait, qui s'appelle Touchpal. Bon, on ira voir ça un petit peu, peut-être après. Il y a toute une partie où vous pouvez configurer tous les paramètres de Touchpal. Mais c'est le nom du clavier. Je ne sais pas pourquoi ils ont donné un nom à leur clavier. Peut-être, il me semble qu'ils ont racheté une techno pour l'intégrer. Mais ça, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, le clavier s'appelle Touchpal. Mais vous pouvez aussi utiliser le clavier par défaut dans Android, qui est très très bien. Donc Android Gingerbread. Touchpal et IMEI Huawei. Ça, c'est un autre clavier. Et on peut changer la disposition là. Je vais aller voir si je peux avoir. Là, pour l'instant, je suis en. Bon, après, il faut le configurer. Mais vous avez 3 claviers. Et on va rester sur celui qui est proposé par défaut. Parce qu'on va pas tester les 3, ça va être compliqué. Et là, ici, vous pouvez changer la disposition. Donc, vous avez vu, vous avez ce mode là aussi pour ceux qui aiment, avec un système un peu à la T9. Avec, par exemple. Voilà, ce genre de choses pour écrire salut. Un clavier AZERTY classique. Et celui-là qui est avec des touches avec 2 lettres à chaque fois. Et ça marche de la même façon que T9 à peu près. Si je dis pas de bêtises, parce que moi je suis pas habitué à utiliser ce genre de truc, désolé. Et le T, je le vois pas, il est où? Oui, il est... Voilà. Ça c'est une question d'habitude. Alors, si vous avez celui-là, bah, ça marche assez bien. Moi, par défaut, je trouve qu'il est pas très réactif si vous essayez d'écrire assez vite. Voilà, par exemple, là j'essaie d'écrire assez vite, vous avez vu, j'arrive pas à écrire et en plus je bascule sur l'autre page parce que voilà, je gère pas très bien. Bon, on va réessayer. Hop, voilà, salut, les. Et en fait, faut essayer de faire un minimum de gestes en même temps. Ça marche bien. Et puis dans tous les cas, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez déjà essayer les 2 autres qui sont intégrés ici. Ou basculer sur d'autres claviers que vous pouvez télécharger. Donc il n'y a pas vraiment de souci. Ce qui est bien, c'est que Huawei propose par défaut 3 claviers.
celui d'Android, donc par défaut, et ensuite deux autres claviers. Et bah, à partir de là, si vous avez un problème avec ces trois-là, vous pouvez quand même basculer sur autre chose. Et c'est ça qui est quand même très très sympathique avec Android au niveau de la saisie texte, c'est qu'il n'y a pas de limitation vraiment quoi. Et donc là en mode paysage, ça ressemble à ça. Je voulais juste voir ici, je sais pas exactement ce que c'est comme. Ok, je ne sais plus. Vous avez la configuration directement ici. Donc c'est là, ça s'appelle entrée touch PAL. Donc on a le son des touches qu'on peut déterminer, la vibration, disposition du clavier, régler la saisie, donc saisie intuitive, etc. Pas mal de réglages à faire. Et vous voyez, ici vous avez à propos de, vous avez la version de TouchPal, c'est fourni par Qtech. Donc à mon avis, voilà, il y a une sorte de partenariat avec avec cette boîte pour proposer ce clavier-là qui, ma foi, est pas si mal en clavier proposé par défaut. Vous avez tout ce qui est vocal également. Mais ça c'est classique et puis c'est à peu près tout. Hein. Voilà. Donc ça c'était pour la partie saisie texte. SMS, MMS c'est classique. Et ensuite vous avez bien sûr un client email. Alors comme d'habitude sur Android, hein, vous avez le client Gmail qui est ici. Je vais vous le montrer. Donc, qui est vraiment classique. Avec ici quand même la barre bleue un petit peu personnalisée par le constructeur. Mais ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est celui-là, qui est encore plus fluide que le client Gmail par défaut, et dont j'apprécie pas mal l'interface parce qu'elle est simple et optimisée pour la taille de l'écran. Vous avez la barre de notification, une toute petite barre ici qui précise où vous êtes et de quel client, enfin de quelle boîte email il s'agit. Et ensuite vous avez pas mal d'emails présentés avec aucun autre élément d'interface qui obstrue la vue d'une certaine façon. Après vous pouvez accéder au menu bien sûr, accéder à plus d'options, actualiser, etc. Mais derrière, je trouve que vous avez un client qui est quand même bien fait, quoi. C'est très très basique, on est d'accord, mais je pense que ça suffit. Ensuite, quand vous rentrez dans un message, voilà, ça s'affiche pas mal, hein, avec une petite barre là-haut qui permet de basculer d'un message à un autre. Là, quelques options quand même, répondre à toutes, supprimer. Vous pouvez afficher les images. Alors j'ai vu qu'il n'y a pas de pinch to zoom dans les mails HTML de ce type-là. Ouais, il n'y a pas. Mais bon, ça, c'est pas forcément une fonctionnalité extrêmement importante. On peut répondre. Voilà. Bon, et puis après, on peut répondre. Et vous pouvez mettre des pièces jointes également, normalement. Ça va être dans le menu. Voilà, ajouter une pièce jointe, ce genre de choses. Donc c'est assez basique, mais ça marche bien, je trouve. Et puis bien sûr, vous pouvez aller chercher vos contacts directement là, ou bien, encore mieux, je trouve, vous commencez, à taper le nom de la personne et l'adresse email va s'afficher. Ça c'est classique Android également, mais ça marche bien dans ce client email proposé par Huawei. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que vous avez le mode de sélection rapide ici sur la gauche, avec ces options là. Et vous pouvez également le mettre en étoile. Et il me semble que ça synchronise avec Gmail hein, pour les étoiles. Et puis c'est à peu près tout. Quand vous restez appuyé sur un mail, vous avez ça, avec les options d'accès, enfin en accès rapide. Donc vous n'avez pas forcément besoin de rentrer dans l'email pour y répondre rapidement, etc. etc. Donc ça c'était pour le client email. Et voilà, toute la partie email, messagerie, saisie texte. Et on va passer du coup à la suite. Partie importante sur ce type d'appareil, le web. Donc là c'est le navigateur par défaut Android. Hein. Il y a peut-être il y a eu des petits ajustements graphiques. Hein. Là par exemple la barre bleue, il me semble qu'elle n'est pas exactement comme ça. Voilà, c'est rien de transcendant. Hein. Vous avez les favoris, voilà, on peut aller hop sur un favori qui a été ajouté avec l'icône qui s'affiche. Là je suis connecté en Wi-Fi, donc le chargement est plutôt rapide, d'autant plus que le site était déjà en cache. Alors, donc là j'ai dézoomé à fond sur test mobile. Actuellement, comme vous pouvez le constater, il y a des éléments en flash qui se chargent. On va juste aller voir dans les paramètres si c'est bien le cas. Normalement oui, toujours activé. Ça c'est à prendre en compte pour juger de la fluidité.
Sinon, ça c'est vraiment toutes ces options, c'est par défaut. C'est ce qu'on a dans Android Gingerbread. Donc ça marche assez bien, mais c'est vrai que voilà, quand on active le flash, on a quelques légers délais, mais ça reste, je trouve, acceptable. Et vous avez un resize automatique. Alors là, c'est assez mal géré avec les vignettes sur les côtés. Je vais rentrer dans un article pour voir. Je sais pas si ça charge. Ouais, voilà. Et donc là, par défaut, il va me zoomer comme ça et je peux lire l'article correctement. Ça va refaire la mise en page. Parfois, c'est un peu décalé sur le côté, mais ça marche assez bien. Et ouais, là, c'était pour enregistrer des éléments. Et sinon, vous pouvez également sélectionner du texte. Faut passer par là, c'est pas forcément super pratique. Mais ça, c'est par défaut dans Gingerbread. Vous faites sélectionner texte, vous cliquez, enfin, vous appuyez dessus, ça le copie. Et puis ça, c'est à peu près tout en tout cas pour cette partie. Enfin, pour test mobile en tout cas. On va aller sur un site un peu plus lourd. En tout cas, bah là, c'est assez fluide, mais c'est classique pour ce qu'on trouve sur du moyenne gamme Android, à savoir, ça fonctionne. Vous pouvez aller sur le web, il n'y a pas de souci. Mais derrière, vous vous attendez pas à avoir une très très bonne fluidité, une expérience extrêmement confortable, c'est pas forcément le cas, mais je trouve qu'il s'en sort peut-être un petit peu mieux que la moyenne des appareils moyenne gamme Android. On va le revérifier sur ce site un peu plus lourd. Alors on va dézoomer un peu. Voilà. Je vais attendre un peu qu'il ait bien assimilé tous les éléments. Ah, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. C'est pas exceptionnel, quoi. Mais là, c'est vraiment des pages très très lourdes avec beaucoup d'éléments graphiques, ce genre de choses. Et donc là, on va zoomer, toc. On peut bien sûr aller dans un article. Donc, par défaut, il va me le présenter comme ça avec le texte. Adapté à la taille de l'écran pour pouvoir le lire confortablement. On peut dézoomer, ça va le remettre en place. Et là, sur une page un peu plus légère, moi je trouve que c'est très bien. Il n'y a pas de grosse lenteur. Donc voilà, malgré le fait que sur cet appareil, sur le Honor, la navigation web n'est pas réellement au top, on va dire. C'est souvent de toute façon, sur le moyenne gamme aujourd'hui, c'est souvent le point où on a toujours quelques petits soucis, entre guillemets. Va y avoir des différences, enfin des grosses différences entre les différents appareils qui sont proposés en termes de moyenne gamme, en fonction de l'optimisation, du hardware quand même. Et derrière, bah, sur celui-là, moi je trouve que vous pouvez facilement aller sur internet, l'écran est pas petit, on peut pas dire ça. Donc c'est quand même assez confortable. Après, si vous pouvez privilégier l'utilisation des sites mobiles ou des applications ou bien de sites assez légers, ce sera encore mieux. Et par exemple, si vous voulez regarder des vidéos YouTube, utilisez l'application YouTube, passez pas par m.youtube ou bien passez pas par le site PC par exemple. Enfin, ça paraît évident, mais c'est ce genre de choses. Voilà, donc ça c'était pour le web. Et on va passer à la suite du coup. Hop. Ok. Tout ce qui est bon. Je voulais juste vous montrer quand même rapidement. Horloge, ça c'est classique. C'est un système un peu dock. Vous le mettez sur le côté également. Ça va ressembler à ça. C'est pas trop mal. Calculatrice. Comme ça. Ça ressemble pas mal au pavé de composition de numéros. L'agenda. Donc là par contre qui a été un peu modifié par le constructeur avec les options en bas. Voilà, on a toute une journée qui s'affiche comme ça. On peut pas d'option de pinch to zoom, par contre on peut basculer d'un jour à l'autre comme ça. Il y a les semaines ici, avec les différents éléments de la semaine, enfin des jours qui se mettent en haut, et après vous avez tout qui s'affichera là dans la liste. De manière assez classique, vous pouvez rajouter un élément là, voilà, vous choisissez le calendrier à utiliser ici, donc synchronisé avec Google Calendar. Ça marche bien.
Je trouve l'interface pas très sexy, mais derrière ça reprend le calendrier par défaut dans Android avec quelques petits éléments d'interface modifiés. Pourquoi pas. On va passer à tout ce qui est musique. Un lecteur musical assez classique Android qui a été légèrement modifié également ici. On a les onglets en bas, ce genre de choses. Au niveau des couleurs, ça a été modifié. Je crois qu'aussi au niveau de quelques fonctionnalités. On rentre dans un morceau, toc, album morceau. On a là ça qui s'affiche comme ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a... Alors attendez, je vais vous montrer ça ailleurs dans une autre... Voilà. Ici, on a le player avec la jaquette qui s'affiche. On peut défiler dans les morceaux ici. Attendez, je vais baisser un peu le son, le temps de vous montrer ça. En mode paysage, ça ressemble à ça du coup, et ça c'est vraiment intéressant. Alors les jaquettes sont pas bonnes là, parce qu'il y a eu un bug. Mais, mais ça donne ça, et c'est intéressant. Il y a une sorte de cover flow avec le lecteur intégré ici. Je trouve ça pas mal quoi. Donc là on a la playlist en cours qui s'affiche ici. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. On a les options classiques là pour basculer dans le morceau, changer de morceau ici, lecture pause, shuffle, enfin aléatoire. Quand vous appuyez ici, vous avez quelque chose qui s'appelle parole. Il n'y a pas de parole qui s'affiche, je ne sais pas pourquoi. J'ai regardé dans les paramètres, il n'y a pas vraiment d'option a priori pour régler ça. Donc normalement vous avez le système qui est installé, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner. Et dans les paramètres, j'ai aussi constaté que vous avez égaliseur, mais j'arrive pas à accéder également. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, vous avez ces options-là qui sont apparemment présentes. C'est plutôt pas mal. Puis après, c'est tout. Hein. Vous pouvez ajouter à une playlist, définir comme sonnerie, partager avec des gens, supprimer le fichier, accéder aux différentes informations. Et revenir ici. Voilà, les différents modes, les playlists, vos dossiers, artistes, compositeurs, genre, tout ça quoi. Ça c'est pas mal. Alors il y a un dernier truc, il y a deux derniers points là à aborder. Première chose, c'est quand vous êtes en cours de lecture. Ici, vous avez juste ça, vous n'avez pas de contrôle intégré dans le tiroir des notifications. C'est peut-être un petit peu dommage. Vous avez un widget de page d'accueil ici qui fonctionne bien. Et sur l'accueil ici, vous avez rien. Par contre, je pense quand même qu'il doit être possible de configurer un des raccourcis ici dans les paramètres pour arriver directement au lecteur musical. Mais en tout cas, sinon, vous pouvez gérer par le tiroir des notifications là-haut. Vous appuyez là, vous arrivez directement là-dessus. Ou via le widget de page d'accueil. On va regarder un petit peu ce que ça vaut en termes de qualité du haut-parleur. Alors, le haut-parleur sur le Honor est plutôt bon. Et je dirais même qu'il est presque très bon. Le volume est relativement élevé, il n'y a pas besoin de beaucoup plus, hein, que je le dis à chaque fois quand on parle des haut-parleurs sur les mobiles, mais on n'a pas spécialement besoin d'avoir un haut-parleur très puissant. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que je trouve que la qualité est c'est propre, et derrière on a quand même quelques basses. Vous l'entendez sûrement difficilement, encore une fois, à travers le micro, la caméra, etc. Mais je trouve que les basses sont bien plus présentes que sur la majorité des smartphones, même haut de gamme. Donc c'est plutôt un bon point. Et c'est intéressant. Pourquoi intégrer sur ce terminal moyenne gamme un bon composant pour le haut-parleur? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi ça me plaît plutôt. Et puis bien sûr, après, si vous voulez écouter de la musique avec un casque, avec le jack, ça se passe par là en 3.5 mm, mais ça c'est très classique.
On va passer à l'appareil photo. Alors il n'y a pas de bouton dédié pour l'appareil photo comme vous pouvez le constater ici. C'est assez classique Android. On rentre dedans. Et après, alors vous avez ça, c'est l'interface vraiment par défaut dans Android. Il me semble qu'il n'y a pas de personnalisation, à part peut-être au niveau des couleurs, là c'est bleu, de la part de Huawei. Mais derrière, il y a 2-3 petits trucs quand même. Par exemple, là, vous avez un paramètre HDR qui permet d'activer le mode HDR. Alors, je l'ai testé, il n'est pas très puissant, mais c'est bon, c'est sympa de l'avoir ici. Et puis derrière, c'est une interface classique. Donc, on va voir ça. Vous pouvez basculer photo, vidéo ici. C'est assez rapide. Vous pouvez choisir de prendre une photo avec la caméra avant ou arrière. Gérer le zoom, parce que comme je vous disais, ça fonctionne pas et c'est un petit peu dommage parce que ça n'a aucun intérêt de régler le volume de la sonnerie à partir de l'appareil photo. Le flash, géoloc, tout ce qui est mode HDR que vous pouvez régler directement ici, c'est pas trop mal. Et là, toutes les options autres, on va dire. Donc là, par exemple, 8 mégapixels, etc., etc. Les menus sont pas très très fluides, je trouve. On voit qu'il y a peut-être un petit problème d'optimisation. Hop. Là, je peux prendre une photo. On reste appuyé sur le bouton là. On relâche. C'est assez rapide. Et puis au niveau de la qualité, vous verrez ça dans les échantillons sur testmobile.fr. Et pour les vidéos, sur la chaîne YouTube également. Pour le mode vidéo, c'est assez classique. Toujours avec cette interface classique Android. Donc on bascule ici. Hein. On lance la capture en appuyant là. Ça filme en 720p. 30 images par seconde sans autofocus continu. Ça c'est vraiment à prendre en compte. Si vous avez besoin d'autofocus continu. Différents effets de couleur ici. Réglage de la balance des blancs, la torche flash, la qualité vidéo, alors là c'est pour régler d'une manière ou d'une autre la résolution. Laissé en élevé, ce sera 720p. Et là ici, la possibilité de filmer avec la caméra frontale, pareil ici, vous verrez un aperçu sur testmobile.fr ou sur la chaîne YouTube pour la qualité. Côté galerie photo, galerie multimédia, elle n'a pas été personnalisée par le constructeur, ce qui n'est pas réellement une surprise vu que depuis le début on voit que les interfaces restent assez similaires à Android avec des petits ajustements. Ici il n'y a pas vraiment d'ajustement. Donc on a les fichiers qui s'affichent comme ça. Toc. Alors j'ai remarqué un truc, c'est que là-dedans il est censé avoir un DivX et il s'affiche pas. Donc par défaut il n'a pas l'air de les reconnaître, mais vous pourrez toujours installer des lecteurs DivX à installer via le Play Store pour pouvoir lire vos fichiers, quoi, vos vidéos. Vous lancez l'image, ça défile, ça marche assez vite, enfin assez bien. Voilà, vous pouvez zoomer, dézoomer. C'est assez bien, je trouve que le multi-touch est géré un peu étrangement, comme parfois sur les appareils moyenne gamme. C'est pas tous, mais parfois. Donc par exemple, je vais zoomer là, et puis je vais me retrouver à faire une sorte de petite spirale. C'est au niveau du multitouch, parfois il y a des petites incohérences, mais sinon c'est pas gênant, moi je trouve. Voilà, donc là je sais pas, voilà, ça c'est la photo que je viens de prendre. Bon, ça c'était pas terrible, hein. Puis ensuite vous pouvez lancer un diaporama, zoomer dedans, dézoomer dedans, aller dans le menu la partager, la supprimer, rogner, faire une rotation, etc. Voilà, c'est assez classique, hein, mais ça marche correctement, je trouve. Magnétos. Ils appellent ça magnétophone. Mais c'est un dictaphone, quoi. Radio FM, bien sûr, il faut toujours avoir les écouteurs branchés pour servir d'antenne. On a ça, donc c'est flux, c'est le truc que je vous montrais tout à l'heure. En fait, c'est un accès rapide, c'est un accès directement à cet onglet-là, c'est l'application sociale. Une option pour sauvegarder les éléments, c'est le flash player qui était installé, YouTube, Maps, tout ça, ça marche bien. J'ai essayé un petit peu, le fixe GPS se fait très rapidement. Moi, j'ai tendance à penser que le GPS a l'air plutôt bien, plutôt performant, ça a l'air de suivre. Donc ça peut être facilement un appareil à utiliser en tant que, pour faire du guidage GPS classique avec Google Maps, donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a de plus là-dedans? Je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein. Là il y a toute la partie horloge, météo. Ça a été personnalisé.
Voilà, pour avoir tout ce qui est météo, gestion des tâches, en fait, ça va vous ouvrir la gestion des tâches directement comme ça. On a gestionnaire de fichiers, voilà. L'option DLNA, en accès ici, et donc ça c'est une solution développée par le constructeur. J'ai pas pu la tester, mais bon, c'est intégré, c'est plutôt bien, donc ça fonctionne en Wi-Fi bien sûr. Et je vais faire retour, si je peux. Merci. Et vous avez un app installer. Alors à mon avis, c'est des, en fait, j'ai pas mis de fichier, mais généralement ce genre de truc, c'est un dossier où vous mettez, ou bien vous mettez des fichiers .apk sur votre téléphone, ça va les détecter, et vous aider à les installer. Je pense que c'est ça. Ça peut être autre chose d'ailleurs. Si vous avez plus d'infos là-dessus, vous pouvez laisser un commentaire. Je suis pas trop sûr à quoi ça sert, mais c'est pas forcément super important. Vous avez Documents on the go, enfin Documents to go pardon, qui est préinstallé. Dans tous les cas, ces applications, vous auriez pu les installer vous-même. Et là, c'est pour la configuration. Vous avez également Facebook et Twitter, mais c'est pas les applications officielles et c'est un peu trompeur avec les icônes. Voilà, là on arrive. En fait, on a Facebook ici. Et là, on a Twitter. Et par défaut, dans l'application flux de base, vous avez un mélange entre les deux. Et pour finir ici, un accès rapide aux paramètres Touchpal. Et ça, c'est un peu étrange. Il y a pas mal d'icônes aussi installées dans le menu où c'est des accès rapides à certaines fonctionnalités que vous avez déjà dans l'appareil. Donc ça permet d'y accéder d'un autre moyen. Enfin, par un autre moyen, pardon. Donc c'est un peu... Pourquoi pas? C'est pas forcément utile. Mais par défaut, vous avez pas énormément de fonctionnalités proposées par le constructeur. Donc vous avez une interface avec quelques options en plus. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être apprécié avoir 2-3 applications natives qui permettent d'aller un peu plus loin. Mais au-delà de ça, moi je trouve que c'est un appareil intéressant. Et puis ça va me permettre de conclure sur ce Honor. Donc pour moi, le Honor, c'est un terminal déjà, il est quand même pas très très cher. 260 euros nu, c'est pas excessif. Pour un terminal de cette gamme, ça reste dans la moyenne quand même. Niveau performance générale, moi je trouve qu'il s'en sort correctement. Et c'est ça vraiment le gros point positif sur cet appareil, c'est qu'il reste fluide à utiliser, comme vous l'avez vu tout au long du test. À part peut-être sur le web, où voilà, on a des lenteurs, mais ça c'est classique vraiment sur les terminaux moyenne gamme Android. Si le software et le hardware ne sont pas réellement au niveau, on a rapidement des lenteurs. Moi, ce que j'attends de voir maintenant sur ce terminal, c'est une fois qu'il sera sous Ice Cream Sandwich, comment ça va se passer. Est-ce que ça tournera mieux? Est-ce que ça tournera moins bien? Comment va être modifiée la surcouche par le constructeur? Est-ce qu'il y aura des nouvelles fonctionnalités ou non? Aujourd'hui, je ne sais pas. Et on attend encore la mise à jour, donc on aura l'occasion de le voir peut-être à ce moment-là. Mais en tout cas, dans l'état, pour moi, c'est un appareil très intéressant qui vaut largement... d'après moi, il est mieux alors déjà, il est largement mieux qu'un Défi, c'est sûr, même Défi Plus. Ça équivaut à un Black, un peu mieux qu'un Black, je pense. Ne serait-ce qu'en termes de performance, c'est clair. Pareil que le Ace. On est quand même sur une gamme au-dessus, parce qu'il est sorti bien après, avec un processeur plus puissant. Mais ça reste un terminal de ce type de gamme par rapport à la période à la période où il a été annoncé, quoi. Donc là en 2012 c'est vraiment du moyenne gamme Android, c'est un petit peu dommage qu'il soit encore sous Gingerbread, mais il tourne assez bien, et d'après moi, voilà, comme je vous disais, les points forts c'est la fluidité dans l'interface, c'est pas mal de fonctionnalités, en gros c'est assez simple à utiliser, c'est des interfaces classiques Android, mais avec des ajustements qui font que c'est plus puissant à utiliser au quotidien. Donc c'est ça, d'après moi c'est ça qui fait sa force. Après si vous avez envie d'aller plus loin, de commencer à par exemple jouer à des jeux vraiment lourds, vous serez déçu parce que ça tournera soit mal, soit ça tournera pas du tout. Par contre, sur du casual gaming, Angry Birds, etc., ça va tourner, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est un appareil moyenne gamme pour ceux qui potentiellement débutent avec un smartphone ou qui ont déjà eu un terminal moyenne gamme il y a par exemple 2 ans et qui ont envie de passer à autre chose sans pour autant dépenser 500 euros pour un appareil Android. Et puis ce que j'aime bien aussi avec cet appareil, c'est il est quand même compact, comme je disais au début. Il tient bien dans la main, vous pouvez bien l'agripper. Donc si vous n'avez pas envie de rentrer dans tout l'esprit écran géant comme sur un Galaxy Nexus ou bien tous les terminaux en ce moment qui sortent très haut de gamme, et ben ce terminal est peut-être pour vous, ce Honor du constructeur chinois Huawei.
Voilà, ça c'était pour mon test du Honor. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sur YouTube ou sur testmobile.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.